Bonjour, bienvenue sur la maïeutique. Aujourd'hui, nous allons parler de la crise d'adolescence. Si vous avez des enfants, vous l'avez sûrement remarqué. Et en repensant à votre adolescence, vous avez probablement aussi traversé cette phase. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, manifesté des comportements similaires pendant cette période. Certains ont eu sûrement des crises plus marquées que d'autres, mais le fond reste le même. Vous avez sans doute contredit vos parents. Au moment de passer le code et le permis, vous avez sûrement fait des remarques sur la façon de conduire de vos parents. Vous avez même voulu peut-être quitter la maison. Bref, tous les comportements typiques de la crise d'adolescence, plus ou moins prononcés selon les cas. À ce moment-là, si vous suivez la chaîne, vous savez que c'est un signal. Ça devrait vous faire tilt dans la tête. Quand on se rend compte que tout le monde traverse les mêmes sensations, quelle que soit la famille, le pays d'origine, et que cette crise se produit toujours entre 12 et 18 ans. Cela montre que ce comportement n'est pas un simple choix individuel. C'est quelque chose de subi, de codé en nous. Alors, quelles sont les explications de cette crise d'adolescence et comment l'interpréter? Commençons par énumérer les symptômes les plus courants que l'on traverse pendant la crise d'adolescence. Donc, remise en cause de l'autorité, recherche d'indépendance, changement d'humeur, besoin d'appartenance à un groupe, comportement plus risqué et recherche de sensations fortes. Alors, que se passe-t-il dans la tête des adolescents pour qu'ils adoptent tous ce comportement que l'on appelle crise d'adolescence? Je m'appuie sur plusieurs documents que je mets en lien sous la vidéo. Il y a une étude de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux et réalisée par le CNRS et l'INSERM à Paris 13, et le livre d'Edward Westermarck sur l'histoire du mariage humain. Edward Westermarck est né en 1862, c'est-à-dire peu de temps après les travaux de Darwin sur l'évolution des espèces. Pourtant, Edward Westermarck publie un livre qui remet en question la conception sociale de l'interdiction de l'inceste. En fait, dans son livre, il tend à démontrer que la répulsion des personnes avec qui on vit vient d'un instinct naturel et non d'une norme sociale. Pour argumenter son propos, il s'appuie sur des études ethnographiques, c'est-à-dire qu'il remarque que dans toutes les cultures, il existe soit des lois, soit des tabous sur l'inceste. Même dans les tribus, où il n'y a pas de codes sociaux formalisés. Westermarck observe que les personnes ayant grandi ensemble, qu'elles soient de la même famille ou non, développent une aversion sexuelle les unes envers les autres. Ce phénomène, que l'on appelle aujourd'hui l'effet Westermarck, est l'un des arguments clés pour affirmer que l'aversion pour l'inceste est innée. Il note également que certains comportements d'évitement de la consanguinité existent chez les animaux, en particulier chez les mammifères. À son époque, la plupart des cultures humaines ignoraient les effets génétiques de la consanguinité, ce qui rend improbable une interdiction universelle uniquement fondée sur des observations biologiques. Westermarck en conclut donc que cette interdiction doit avoir une origine instinctive. Aujourd'hui, des travaux en psychologie évolutionniste vont dans ce sens. Ces recherches interdisciplinaires, en psychologie et en anthropologie évolutionniste, suggèrent que la crise d'adolescence pourrait elle aussi être une adaptation évolutive favorisant l'indépendance et la reproduction en dehors du groupe familial immédiat. En effet, l'évitement des relations familiales proches durant l'adolescence n'est pas simplement un comportement social acquis, mais un mécanisme profondément ancré dans l'évolution. Ce comportement instinctif aurait permis d'éviter les risques de consanguinité, augmentant ainsi la diversité génétique et renforçant la survie de l'espèce. Ainsi, les comportements de rébellion, de prise de distance et de quête d'indépendance chez les adolescents peuvent être vus comme des manifestations de cet instinct évolutif, adapté à la dynamique sociale de l'époque préhistorique. Alors, bien évidemment, il ne s'agit pas de dire que la crise d'adolescence est un instinct uniquement destiné à éviter les problèmes de consanguinité. Mais aujourd'hui, j'insiste sur ce point parce que c'est un aspect dont on entend rarement parler. Le plus souvent, on explique la crise d'adolescence par la volonté du développement de l'identité personnelle,
Ce processus d'exploration permet aux adolescents de se différencier de leurs parents et de construire leur propre identité pour devenir des adultes autonomes. On parle aussi du renforcement de l'indépendance. Ce besoin d'indépendance les prépare à assumer des responsabilités et à se débrouiller seuls dans le monde adulte. On a aussi le développement des compétences sociales. Ces interactions renforcent la capacité à tisser des liens en dehors de la famille et à créer de nouveaux groupes sociaux. La crise d'adolescence permet aussi de pousser à la recherche d'un statut social, chercher une acceptation sociale, une validation sociale par d'autres groupes qui favorisent un sentiment d'appartenance et d'estime de soi. Il y a aussi à la crise d'adolescence un développement de la sexualité, essentiel pour le développement de relations amoureuses. Donc on pourrait citer encore d'autres aspects de la crise d'adolescence. Si on se concentre sur notre problème de consanguinité, comment concrètement cela s'est-il passé? Donc on va vulgariser comme dans chaque vidéo pour que tout le monde comprenne. Donc imaginons que l'on remonte à la préhistoire et que cet instinct d'aversion pour l'accouplement entre personnes proches n'existe pas encore. Au cours d'une mutation aléatoire, un enfant développe un gène qui, à l'adolescence, le pousse à ne plus supporter la proximité des personnes avec lesquelles il a grandi. Sans nécessairement chercher à changer de tribu, cet adolescent va chercher à se rapprocher d'autres individus de la tribu pour fonder une descendance. De ce que l'on connaît aujourd'hui sur le problème de la consanguinité, lorsque le brassage génétique n'est pas assez important, les chances d'avoir une descendance plus fragile augmentent grandement. Donc, la descendance de notre individu qui bénéficie du gène de la crise d'adolescence sera génétiquement plus robuste, car sa descendance aura un patrimoine génétique plus diversifié. Ce qui conduit au fil des générations à ce que la descendance de cet individu transmette ce gène et finisse par s'imposer. Donc voilà pour la partie vulgarisation. Alors, si on revient sur les travaux d'Edward Westermarck, il faut préciser que dans sa théorie de l'évitement, il ne mentionne pas la crise d'adolescence. Et c'est tout à fait normal, puisque ce concept de crise d'adolescence n'a été exprimé qu'au XXe siècle. Cependant, tout ce qui conduit à l'évitement, dont la crise d'adolescence, vont bien dans le sens des travaux d'Edward. On peut d'ailleurs rappeler un autre exemple qu'il cite dans ses études. Nous développons de façon plus large une aversion instinctive envers les personnes avec lesquelles nous avons grandi. Cet évitement peut se manifester de différentes manières, comme une prise de distance par rapport aux amis ou aux groupes avec lesquels nous avons passé beaucoup de temps pendant notre enfance, sans que l'on soit forcément de la même famille. Chacun y verra des applications qui lui sont propres. Bien, en conclusion, il est important de comprendre que la crise d'adolescence est un phénomène universel, vécu par tous les individus et elle est subie par les adolescents. La rationaliser et l'expliquer avant qu'elle ne se produise peut permettre d'en atténuer les effets. Je rappelle que ces instincts ont été codés dans notre cerveau pour répondre à des exigences d'un monde préhistorique lointain. Aujourd'hui, nos sociétés, notre environnement et nos interactions ont beaucoup évolué. Donc, prendre conscience de nos instincts et les combattre par la raison nous permet de ne pas nous laisser influencer aveuglément. Merci et au revoir.